Pépite ou Pépin, c'est le podcast sans langue de bois et sans tabou autour de l'investissement immobilier et de l'entrepreneuriat, mais pas que. Vous avez toujours eu envie de connaître le secret des personnes qui ont trouvé la bonne idée, le bon business ou le super investissement immo qui a changé leur vie? Comment faire pour vous en inspirer et atteindre vos objectifs, qu'ils soient financiers, immo, business ou perso? Nous, c'est Valérie et Sophie, sœurs investisseuses et coach en immo, et on vous dévoile en toute transparence les coulisses des projets hors du commun faits par des personnes comme vous et nous. S'ils ont pu le faire, alors vous aussi. Bonne écoute! Aujourd'hui, avec Sophie, du coup, on a créé Siving Formation, qui est un centre de formation où on accompagne des particuliers à investir dans l'immobilier. On a Siving Immobilier, qui est du coup une agence immobilière basée sur le 66. On a une holding qui détient ces sociétés-là, et on a du coup TSI où on investit en immobilier. Mais comment est-ce qu'on en est arrivé là? Parce qu'on n'était pas du tout prédestinés à se retrouver aujourd'hui à la tête de plusieurs boîtes. Donc So, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du début de ton parcours et comment est-ce que tu es arrivée ici aujourd'hui? Dans l'entrepreneuriat, pouf, dans le vent. Oui, effectivement, je dirais que j'avais pas forcément l'idée d'être à la tête de ces entreprises aujourd'hui. C'était pas une vision que j'avais déjà quand j'avais 10 ans ou quand j'étais au lycée, pas du tout. J'étais beaucoup plus scolaire, tu le sais, j'adorais, j'ai toujours adoré étudier, moi. Mais j'ai toujours eu un penchant quand même pour l'immobilier. Ça, c'est quelque chose qui m'a quasiment toujours suivi. Mais je suis passée par plein d'idées de métiers différents. Bon, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans mon cas aussi, mais voilà, je suis passée par pas mal de métiers, donc je me suis énormément renseignée sur, premièrement, les études qu'il fallait faire pour y arriver. Donc du coup, j'ai vraiment eu un cursus assez classique au niveau scolaire, hein, on va dire, bac ES, école de commerce, etc. Mais j'avais choisi de faire une école de commerce qui me permettait d'avoir une option en immobilier. Toujours un peu j'avais quand même l'étape d'après qui était déjà un peu en tête. Je me disais comme ça, j'aurais du coup toutes les compétences pour un jour monter une boîte. J'aurais ce qu'il faut sur la partie commerce. Parce que tu savais déjà quand même qu'un jour tu voulais lancer une boîte. Tu savais pas dans quoi, mais tu voulais lancer une boîte. Ouais, ça par contre, j'avais une deadline. Pour moi, c'était à 30 ans, j'aurais ma boîte. Pourquoi 30 ans? Je sais pas, je me disais, pour moi, le début de la vingtaine, c'était encore, je serais certainement en études, parce que j'avais en tête de faire un master ou à l'époque même un doctorat, donc je pensais être encore en études. Et je me suis dit, ça me laisse quelques années d'expérience et ensuite j'aurai mon entreprise. J'avais vraiment cette idée un peu il faut quand même de l'expérience avant. Comme tu fais des stages avant d'avoir ton premier taf. En gros, pour moi, c'était un peu, je vais prendre mon expérience un peu où je peux... dans le domaine en tout cas qui me plaira, et en tout cas dans le métier de l'immobilier qui me plaira, et donc à 30 ans je serai prête. Pour moi c'était genre 30 ans, t'es une adulte, t'es plus dans la vingtaine, t'es plus genre vraiment encore enfant étudiant. Donc pour moi c'était 30 ans, mais du coup en amont je devais quand même avoir un taf, je devais quand même prendre mon expérience quelque part, et c'est ce que me permettait aussi de faire une école de commerce, c'est que l'école de commerce elle te propose, en tout cas à l'époque c'était quasiment que ça qui te permettait d'avoir des expériences, des stages, parce qu'à la fac, t'as pas de stage. Donc, du coup, c'était école de commerce et l'option en immobilier qui me permettait vraiment d'avoir cette double casquette et d'être sûre que si jamais l'immobilier, au final, ça me plaisait pas, j'avais autre chose. Donc j'ai fait ça pendant 3 ans à la Toulouse Business School. Donc, j'étais sur Toulouse pendant 3 ans et donc j'ai fait mes stages dans le métier d'immobilier. J'ai fait de la location classique à Perpignan. Ensuite, je suis partie pendant 6 mois vivre à Manhattan pour faire de la transaction de luxe. Et c'est là où aussi j'ai vu un peu une manière différente de travailler qu'en France. Et on aura peut-être d'autres occasions d'en parler, mais donc cette manière vraiment de travailler l'immobilier qui est pas du tout pareil qu'ici. Ici, on a tendance à se garder les clients pour soi et genre, moi j'ai rentré le mandat ou moi j'ai rentré le client, donc c'est moi qui vais sortir la vente. Là-bas, c'est vraiment, voici tout ce qu'il y a sur le marché. Et moi, en tant qu'agent immobilier, j'ai des compétences et je vais aller t'emmener vraiment le bien de tes rêves, quoi. Mais je vais aller piocher dans toutes les agences de Manhattan. Et ça, c'était incroyable. Et cette manière aussi de travailler de mon client, je vais aller lui chercher ce qu'il faut. Et si je dois aller le faire visiter le dimanche à minuit ou passer ma journée, j'avais passé une journée complète dans le logement à ne pas bouger parce qu'il venait faire des travaux.
et que du coup, en fait, t'es là, t'es genre tout le temps là. Et du coup, j'ai vraiment aimé cette manière de travailler. Et ensuite, j'ai fait mon dernier stage dans la promotion immobilière. Et ça, c'est ce qui m'a le plus plu, parce que du coup, il y avait la conception du projet vraiment de A à Z. Et c'est ce qui me permet aussi d'être là aujourd'hui, c'est que vraiment, il n'y avait pas juste je vais investir dans l'IMO, c'était je pars d'un terrain vierge et genre je monte tout, que ce soit le côté bancaire, que ce soit le côté fiscal, que ce soit les règles d'urbanisme, enfin tout, le commercial aussi. Les archis, les artisans, les suivis de chantier. Ouais, toute cette casquette de... j'avais en plus à l'époque 20-21 ans et du coup j'étais la chef sur tous les chantiers, sur les 300 à 400 logements par an que je suivais, donc c'était quand même une grosse responsabilité à mon âge. Et j'ai eu la chance de travailler aussi dans une agence qui était petite, mais qui avait énormément de volume. Et donc, du coup, t'es un vrai couteau suisse, quoi. Et ça, c'est une expérience que je recommande quand même à des gens, parce que tout le monde est là. J'ai envie d'aller dans des grosses boîtes. Et mais dans une grosse boîte, t'es un pion, tu mets du temps à monter les échelons. Et du coup... Ouais, tu touches pas à tout, quoi. Tu vas vraiment... t'es chargé de projet, mais tu vas faire cette mission-là. Enfin, ça va être, par exemple... que les autorisations d'urbanisme, et donc tu vas te taper que les autorisations d'urbanisme. C'est ça. Que toi, tu faisais vraiment tout de A à Z à partir du moment où le terrain était là, donc l'étude de faisabilité du projet, jusqu'à la commercialisation. Jusqu'à ce que je remette les clés au client, et même après, donc toute la partie assurance garantie des travaux et tout, je l'ai vu aussi. Donc c'était vraiment, vraiment incroyable. Et c'est pour ça que j'ai choisi de continuer un peu plus dans cette voie et donc de faire un master dans le côté promotion et aménagement immobilier à Bordeaux cette fois-ci, tout en étant en alternance encore à Toulouse. Donc j'ai fait ça quand même pendant 4 ans quasiment dans cette agence. Mais donc j'ai vraiment suivi ce cursus très basique j'ai fait le stage chez eux, je suis restée en alternance, je suis restée en CDI. Et puis voilà quoi. Je vais peut-être te laisser parler de ton parcours avant. Continuer parce que faut que je non mais du coup t'as eu ton master, t'étais en CDI du coup dans la boîte de promotion. T'avais quoi, 23 ans? J'ai démarré 22? avec eux j'ai démarré avec eux, j'allais sur mes 21 ans. Ouais, parce que t'étais en stage avec eux et ensuite t'as fait du coup alternance. Ouais, je suis restée jusqu'à mes 24 ans du coup. Ok, ouais. 25 quasiment. Ok. Ouais. Et donc dans ta tête il te restait au moins 5 ans. Dans ma tête, il me restait 5 ans à peu près, puisqu'en plus, dans cette agence-là, du coup, j'étais censée développer un peu plus mon poste et passer en directrice de promotion. Donc, du coup, il y a aussi un peu cette carotte de on va te faire progresser encore et tout ça. Donc, je serais peut-être pas restée 5 ans dans cette boîte parce que c'était très lourd et que le management, aujourd'hui, quand j'y pense, je me dis waouh, je ne traite absolument pas comme ça les personnes avec qui on travaille. Mais ouais, il me restait encore quelques années. Je serais peut-être restée 2-3 ans de plus avant de lancer une boîte, ouais, je pense. Et puis t'es arrivée. Et puis je suis arrivée. Après, enfin, je suis arrivée. Il y a pas que ça, mais on en reviendra. Enfin, on reviendra à ça tout à l'heure. Mais ouais, du coup, moi parcours. Similaire mais différent dans le sens où j'ai fait mes études donc aux États-Unis. Je savais absolument pas quoi faire de ma life. J'avais pas du tout de plan de carrière aussi défini que toi. J'avais même pas un métier, une voie qui me plaisait. C'était vraiment genre par défaut. Donc j'étais nageuse de haut niveau. J'ai reçu une bourse pour faire mon sport-études aux États-Unis. Et parce qu'en France c'est très compliqué de combiner 20-25 heures de sport de haut niveau par semaine plus des études. Donc du coup, je suis partie aux États-Unis pendant 4 ans, donc j'ai fait un bachelor et initialement je suis partie donc faire des études de business parce que je me suis dit si jamais je veux rentrer en Europe, pareil, je ne savais pas où j'allais habiter, ce que j'allais faire, donc il fallait que je garde le plus de voies possibles ouvertes. Donc du coup, je fais du commerce parce que c'était le truc qui basique, le plus international quoi. Et mais par contre, ça me faisait chier. Je détestais, je me rappelle, j'étais en cours de compta. C'est une horreur, ça. C'était horrible. J'étais là, mais qui veut faire de la comptabilité, vraiment? No offense pour les comptables qui nous écoutent, mais vraiment, je pouvais pas. Et pareil, tout ce qui était... je me rappelle, on avait des cours de culture, de business international, parce que j'avais eu cette phase où je voulais aller bosser en Chine, blablabla. D'ailleurs, je suis partie faire un stage en Chine qui était génial. Mais du coup, on étudiait comment se comporter avec les cultures étrangères, machin et tout. Mais en fait, la partie théorique m'ennuyait à mourir, mais moi c'était vraiment la pratique. Donc du coup les cours, ça m'a jamais franchement intéressé, mais je l'ai fait parce qu'il fallait le faire. J'ai quand même enchaîné sur un master parce que
Parce que pareil, pour moi, c'était un peu la suite logique des choses. Fallait un bac+5, donc let's go, on prend un bac+5 comme tout le monde. Mais est-ce que c'est pas aussi un peu parce que du coup tu finissais ta carrière de nageuse de haut niveau et tu t'es concentrée pendant des années là-dessus et tu te demandes après, tu dois te refaire un peu une identité aussi. Ah ouais, de fou. Par contre, j'étais larguée complet, quoi. Enfin, je suis arrivée à la fin du coup de mon bachelor. Donc le bachelor aux États-Unis, c'est l'équivalent d'une licence en France, mais sauf que c'est sur 4 ans. Et donc j'ai nagé pendant 4 ans, j'essaie de préparer les JO, bon ça c'est pas fait du tout. Mais c'est vrai que d'un coup du jour au lendemain, tu n'es plus une sportive, tu n'es personne. T'as pas eu le temps de faire tant de stages que ça parce que t'as passé les 10 dernières années à nager 25 heures par semaine, 4 heures par jour, 2 fois par jour. Donc du coup c'est une grosse claque, donc tu te cherches un peu. Mais bon, j'ai quand même tout de suite trouvé un taf. En fait, je travaillais dans le recrutement pour une petite boîte à Miami qui faisait du headhunting, du recrutement pour placer des managers dans des boîtes d'alcool, en fait. Donc, on travaillait avec des marques de tequila, des marques de vodka, etc. Et c'était hyper chouette, en fait, petite équipe, hyper dynamique. Donc, pareil, un peu plus de terrain. Donc, c'était chouette. Et en fait, donc, c'était un stage de base de 6 mois, vu que je savais que j'allais partir en master derrière. Mais ils m'ont proposé de m'embaucher. Je me rappelle, j'ai dû me battre avec mon père pour que il me laisse, moi, je voulais qu'il me laisse rester à Miami pour être en CDI, etc. Et lui m'a dit non, viens au moins faire ton master en Europe, rentre en Europe pendant 1 an, et au pire, tu repars. Donc du coup j'ai fait mon master et le master c'était un master en communication d'entreprise donc parce que je voulais faire, donc j'avais une idée dans ma tête de faire de la gestion de crise parce que je pense qu'on a tous regardé Suits et compagnie, Olivia Pope, là je me rappelle plus le nom de la série, mais scandale où la nana elle travaille avec des mecs hyper haut placés, elle est trop bien sapée, bref elle fait un job de ouf. Donc dans ma tête je me suis dit yes, let's go faire ça. Donc j'ai fait le master. Le master, du coup, c'était dans une école de commerce, donc j'étais qu'avec des étudiants en MBA, machin et tout. Donc c'était quand même un cursus très orienté, quand même business plus que communication. Et c'était chouette, mais pareil, c'était pas du tout ce que je voulais faire. Donc à la fin de l'année, tous mes potes qui commençaient à postuler dans les grosses boîtes, chez Tesla, chez Google, chez Uber, dans des grosses boîtes de consulting. Jamais. Et moi, c'était l'angoisse complète. Et je ne savais toujours pas ce que je voulais faire. Je savais toujours pas. Je savais que je voulais lancer ma boîte, mais je savais pas du tout dans quoi. Et je me rappelle, du coup, j'étais partie avec une copine en vacances et chez ses parents à elle, et son père entreprenait et avait déjà vendu plusieurs boîtes et était du coup à la retraite. Et je lui ai dit, écoute, du coup, tout le monde avait déjà un taf. Hein, on avait le diplôme dans 3 mois plus tard, mais tout le monde avait déjà un taf aligné, moi, que dalle. Et donc j'en parlais avec son père et moi je lui dis, mais de toute façon, je cherche pas en fait un CDI, je cherche une idée de business. Il me dit, mais fais pas ça du tout. En fait, t'es obligé d'aller bosser pendant au moins 5 à 10 ans, d'avoir de l'expérience avant de lancer ta boîte. Et moi, mais pas du tout. Bref, j'ai quand même fini par trouver un taf dans une start-up à Londres en tant que commercial pour une start-up donc marketing. Donc j'ai bossé là-bas pendant 8 mois. Ouais, mais ouais, c'était même pas un an. Même pas 1 an. Et ça se passait super bien. Mais et c'était fun, c'est une start-up donc c'était vachement plus fun, tendance jeunes, etc. En plus on était dans un WeWork donc trop cool parce qu'il y avait plein d'autres boîtes donc ça bougeait pas mal et tout. Mais est arrivé le moment où j'allais avoir une promotion et je me suis dit en fait c'est maintenant ou jamais, parce que si t'as une promotion et tu seras plutôt bien payé, tu vas rester dans ce cycle un petit peu, tu vas rester dans ce cycle, attendre mieux l'année prochaine et et j'avais toujours dans un coin de ma tête en fait un peu delusional, je sais pas comment on dit en français, mais en mode ça devrait être moi à la tête de cette boîte et pas du coup mon boss, quoi. C'est à moi de faire un truc comme ça. Et du coup donc tu t'es quand même toujours senti capable d'être assez à leur place du coup, et surtout le côté de devoir attendre et d'être encore dans la pratique. En fait, il fallait que t'essayes toi-même, quoi. Fallait que je fasse moi, quoi. Ce truc de faut que j'y aille, quoi. C'est ça, parce que les cours c'était trop théorique. Même la start-up, ça restait des process. Ouais, c'était assez hiérarchique quand même, tu vois. Moi j'avais des idées parce que du coup j'avais des commerciaux qui étaient encore au-dessus de moi et je voulais leur pitcher ma façon de faire les choses, etc. Et même le département marketing, j'étais là, mais si on essayait ça et tout. Et en fait, je me rendais compte que t'avais un stop, quoi. Ouais, on me recadrait un peu parce que c'était pas mon poste ou c'était pas tu vois, c'était pas mon rôle. Et je me dis, mais ça me va pas, j'ai pas envie, je suis trop frustrée. Et puis ça me saoulait de devoir me lever tous les matins à la même heure, me taper 1 heure de métro. C'était pas du tout comme ça que je voyais ma vie.
Donc, je voulais lancer un truc, je ne savais pas trop dans quoi. Et en fait, du coup, j'ai quand même eu cette idée. Enfin, c'est une idée qui m'était déjà venue avant. C'est pas moi qui l'ai inventée, c'était pas révolutionnaire, mais c'était de lancer une agence où j'allais accompagner des sportifs, comme ce que j'avais fait moi, en fait, des sportifs du coup qui étaient au lycée, les aider à trouver des bourses pour faire sport-études aux États-Unis. Et pourquoi ? Parce que tu avais reçu ce service, mais que tu t'es Ouais, rendu c'est compte ça. que C'est ça. t'aurais pas voulu être accompagnée comme ça, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, donc moi, je suis passée par une agence à l'époque donc pour trouver ma bourse aux États-Unis. Et même si j'étais très contente d'être partie aux US, le service que j'ai eu, comme tu dis, l'accompagnement que j'ai reçu, c'était pas ouf du tout. Et donc je me suis dit, je vais pas réinventer la roue. Je vais prendre un business existant qui a fait ses preuves. Et en fait, je vais juste le faire mieux, quoi. Ouais. Donc je l'ai commencé en parallèle de mon taf. Je le faisais le soir en rentrant chez moi. Enfin, je rentrais, il était 18h30, 19h, et puis je me mettais dessus jusqu'à, je sais pas, genre 1h du mat'. Et c'est tout con. J'ai juste créé un site. J'ai créé une base de données des emails parce qu'ils sont disponibles publiquement sur les sites des universités. Donc j'ai créé une base mail des coachs. J'ai créé une boîte du coup en Angleterre. En fait, on a démarré, je dis on parce que c'était avec une copine, une LTD en Angleterre, hyper simple à faire en ligne. Hein. Et en fait, on a commencé à contacter des nageurs parce que du coup, la natation, c'est le sport que je maîtrisais. Donc, j'ai commencé à contacter des nageurs sur Insta en regardant les rankings. Et en fait, ça a commencé comme ça. Et en fait, avant même d'avoir mon premier client, je suis allée voir mon boss quelques semaines après et je lui ai posé ma démission parce que je lui ai dit, en fait, faut que je me mette dessus, faut que je me mette dessus à 100%. 100%. Et j'avais un tout petit peu d'argent de côté. J'ai eu la chance inouïe d'avoir du coup notre père qui m'a dit aussi, écoute, une fois que tes économies elles sont terminées, je peux t'aider, je te donne 1 an et si dans 1 an ça marche pas, t'arrêtes là. Ouais, tu retournes dans autre chose, quoi. Ouais. Et en fait, il y a même pas eu besoin parce que le fait que je me lance dans le vide, je crois que j'ai signé mon premier client dans le mois quoi où j'ai lancé la boîte. Et après, très rapidement, j'en ai eu un deuxième, puis un troisième. Et puis, c'est parti, quoi. Et au bout d'1 an, ça tournait tellement bien que j'ai pu recruter du monde. Enfin, ça tournait bien mieux que ce que j'avais imaginé, quoi. Donc ça, c'était ma première expérience. Et il y en a pas mal qui ont suivi. Il y en a pas mal qui ont suivi. Après, bon, j'ai lancé d'autres boîtes, mais c'est pas le sujet de cet épisode-là. J'ai tâté le terrain dans plein d'industries différentes et qui était hyper cool. Et c'est vrai que je voulais énormément lancer une boîte avec toi et je ne comprenais pas pourquoi toi tu voulais autant rester dans ton poste, même si je voyais que ça te plaisait, je comprenais pas pourquoi tu voulais autant te lancer. Enfin, pas te lancer, justement, pourquoi tu avais autant peur de te lancer. Je me souviens, on en parlait très souvent quand du coup moi je rentrais les week-ends et que je te disais pas encore. C'était pas un non, je ferai pas de boîte, mais c'était pas encore. Et tu me disais la même chose que là, mais pourquoi, pourquoi attendre les 30 ans? Et je te disais, mais laisse-moi récupérer encore un peu d'expérience parce que l'idée première, elle a toujours été autour de l'immobilier. Enfin, tu m'as toujours dit, écoute, on le fera dans l'immobilier, quoi. On fera quelque chose que tu maîtrises et moi, je maîtriserai du coup cette partie entrepreneuriale et toi, tu maîtriseras on va dire le contenu, quoi. Enfin, mais je te disais, ouais, non, encore un peu, on attend et tout ça. Et je pense que quand même, j'ai commencé petit à petit à baisser mon truc ce sera peut-être pas à 30 ans, mais ce sera peut-être genre plutôt à genre 27, 28, tu vois. J'ai commencé à me dire, bon, laisse-moi encore 1 an, 2 ans dans la boîte. Et je crois qu'on en a reparlé sérieusement à la période du Covid, puisque c'est là où il y a eu énormément de développement aussi de formation en ligne. Parce que de base, moi, je me voyais marchand de biens. Enfin, j'avais aussi cette idée petit à petit avec la promotion immobilière et quand même venu, du coup, forcément, toutes ces gestions de projets, nos propres investissements, etc., où je me suis dit, j'adore me projeter dans des lieux. J'aime énormément le patrimoine. C'est pas de la construction neuve qui me plaisait, c'était vraiment le projet et la pierre. Mais le truc, c'est que pour marchand de biens, faut démarrer aussi des projets, ça prend un petit peu plus de temps. Mais j'avais quand même un peu plus l'idée de ça. Et toi, tu m'as dit, mais en fait, avec toutes les compétences que tu as avec les études et qu'on a ensemble avec les investissements, en fait, c'est une mine d'or. En fait, ce qu'on a, faut juste, faut trouver une manière de le transmettre en fait aux gens. Donc ça, je me souviens, c'est à la période Covid où du coup, la partie formation et accompagnement en ligne a quand même beaucoup plus vu le jour.
et où tu m'en reparlais de plus en plus souvent. Je te saoulais avec ça. Tous les week-ends, allez. Et ouais, parce que je te voyais rentrer genre fatiguée, quoi. Enfin, je te voyais être... Enfin, t'étais tellement une bonne employée, je suis désolée, mais c'est vrai. Enfin, tu te démenais pour la boîte. Tu as une conscience professionnelle de dingue. Et voilà, tu te démenais. Moi, je voyais tes ressources être épuisées. Non, mais vraiment, j'étais là, mais tu te faisais exploiter. Et pour moi, t'avais le profil parfait pour te lancer, parce que je me dis, mais putain, si tu mets cette énergie, mais pour toi, pour ta boîte à toi, mais ta boîte, elle va décoller de ouf, quoi. Donc, c'est vrai que c'était pour moi, c'était frustrant de pas réussir à te convaincre avant. Et du coup, le gros déclic, ça a été du coup le décès de maman. C'est vrai que c'est quelque chose dont on parle pas du tout, parce que c'est pas un sujet facile à aborder. Mais aussi c'est pas quelque chose dont on a envie qu'on a envie d'utiliser entre guillemets, mais c'est important, je pense, de le mentionner. C'est que ce déclic là, le fait de perdre notre mère de façon très soudaine en janvier 2021, c'est ça, janvier 2021. En fait, du coup, toi, t'étais sur Toulouse, tu bossais du coup en CDI sur Toulouse. C'est vrai qu'on, comme tu dis, on n'aime pas le dire parce que on veut pas que les gens aient l'impression que c'est un storytelling, que Siving tourne autour de ça, et c'est pour ça qu'on le mentionne quasiment jamais. Mais c'est vrai que ça réside là-dedans. C'est que le jour où c'est arrivé, je me souviens avoir dit à papa, je remonterai jamais à Toulouse, en fait. Je me vois pas. Vous habitiez tous à Perpignan, du coup, et je me voyais pas retourner au taf comme si de rien n'était, reprendre des journées à rallonge et en fait m'épuiser, alors qu'on venait d'apprendre que littéralement la vie ne tenait à rien, et qu'en fait il fallait juste profiter, être avec les gens qu'on aime, faire des choses qu'on aime, et en fait kiffer sa vie, parce que tout peut s'arrêter très vite. Et donc je me souviens m'être dit, en fait, je repartirai jamais. Je peux pas. Enfin voilà, en fait, ça s'est imposé, mais genre le jour même, quoi. J'ai dit juste stop, on arrête. Et je me rappelle que on a quand même réfléchi vite fait à est-ce que tu allais retrouver un taf sur Perpignan ou pas. Enfin, ce qui était sûr, c'est que tu voulais être à Perpignan, plus à Toulouse. Mais c'est vrai qu'on savait pas trop. Et en fait, à Perpignan, les opportunités, elles sont pas hyper nombreuses dans le taf que tu faisais toi non plus. Et puis il y avait plus cette volonté, quoi. Enfin, c'était plus possible de retourner au taf, et parce que je pense que quand il t'arrive quelque chose comme ça, t'as une grosse claque dans la tronche, parce que du coup notre mère avait 56 ans, donc c'est pas très vieux non plus, et tu te dis, mais en fait genre déjà de base, de temps en temps t'as quand même des prises de conscience, même les gens qui n'ont pas vécu des trucs hyper traumatisants. Tu te dis, putain, la vie elle est courte, la vie elle est si, il faut que je me lance, mais t'as toujours cette peur de oui, mais attends, mais je suis pas prête, ça. Là, au final, t'as un tsunami qui t'arrive dans la gueule, et tu te dis, c'est un vrai réveil, quoi. C'est un vrai réveil. Et je pense que c'est ce qui a drivé quand même Siving dès le début aussi. Malgré que de temps en temps, en lançant le projet, on s'est laissé happer aussi par le côté entrepreneurial, et donc bosser des heures et des heures, tout le temps. De se laisser rentrer un peu dans cette boule de neige qui défile, du coup. Mais d'un côté, on s'est toujours dit aussi, justement, cette claque qu'on a reçue de temps en temps, limite, faut qu'on se la remette, quoi, pour toi et moi, de dire, attends, on a quand même appris notre leçon maintenant, il y a un petit moment, et c'est ce qui continue à nous driver aussi un peu de temps en temps, de se réveiller, de dire, waouh, est-ce que là où on est en train d'aller, c'est toujours ce qu'on veut, ou en tout cas la manière dont on est en train de le faire, est-ce que c'est toujours ça, quoi. Ouais, c'est clair. Et je pense que c'est ça qui a défini aussi ce dans quoi on a décidé de lancer la boîte, parce que c'est vrai que dans l'IMO, on avait plein d'idées, en fait. On savait pas si on voulait commencer par l'agence IMO, on savait pas si on voulait commencer par faire marchand de biens. Enfin, on avait plein d'idées. Et c'est vrai que, vu la claque que nous, on venait de recevoir, et la chance qu'on a eue de financièrement pouvoir prendre du temps off pour reprendre nos esprits, trouver le temps de se retourner... on s'est dit, pas tout le monde a cette chance-là aussi. Donc, en gros, l'éducation financière qu'on a eue, qu'on a reçue, et la situation financière dans laquelle on se trouvait,
en fait, pas tout le monde a cette chance, mais tout le monde devrait pouvoir avoir cette chance. Donc en gros, c'est notre devoir limite de transmettre ces compétences-là. Ouais. Et c'est notre mission maintenant de partager en fait... alors nous, du coup, l'indépendance financière, ou en tout cas la stabilité financière, on le fait à travers l'immobilier. Ça peut être à travers plein de choses, mais... Juste le fait d'avoir conscience que c'est important de pouvoir avoir le choix à tout moment dans sa vie, de pouvoir avoir le choix de dire... Soit ça me va plus, ou effectivement moi je quitte toute ma vie à Toulouse et je peux revenir un moment et je peux me lancer à mon compte, etc. C'est juste le fait de d'avoir le choix, de ne pas être contraint par quoi que ce soit. Ouais. Et je trouve que la vraie liberté, elle est là-dedans. C'est pas qu'une question de montant c'est juste d'avoir cette liberté du choix et de se retourner comme tu veux, quand tu veux, et peu importe ce que tu es en train de vivre, quoi. Ouais, absolument. Et du coup, c'est ce qu'on transmet aujourd'hui. En tout cas, c'est ce qu'on espère transmettre. Enfin, c'est ce qu'on transmet parce que c'est vrai qu'on le remarque déjà, mais voilà, c'est ce qui nous drive aujourd'hui et c'est ce pourquoi en fait on a lancé Civing, c'est pour pouvoir partager ça à un plus grand nombre et essayer d'encourager un plus grand nombre à créer cette stabilité pour justement pouvoir avoir le choix. Alors, pas forcément pour pouvoir partir et être rentier à 35 ans et habiter sous les cocotiers, mais tout simplement se protéger parce qu'on va tous connaître... des situations, enfin ça peut être un décès, ça peut être perdre un taf, ça peut être avoir un accident, enfin on vous le souhaite pas, mais malheureusement il y a des choses qui arrivent dans la vie. Pour des choses plus positives, tu deviens parent et tu as envie d'avoir un peu plus le temps, ou tu as vraiment un métier, un projet passion et tu as envie d'en faire ton métier et donc tu as envie de pouvoir switcher à un moment donné. Donc ça peut être pour des situations très négatives où tu n'as quasiment pas le choix parce que clairement, émotionnellement et physiquement, il y a des fois où on n'a pas eu le choix en fait de pas fonctionner. Mais ça peut être pour des choses qui sont aussi positives et pour lesquelles il y a des gens qui malheureusement ne se lancent pas ou après des années parce qu'ils n'ont pas ils ont pas ce choix-là, ils n'ont pas cette possibilité. Donc autant pour du négatif que du positif, c'est juste pouvoir transmettre ça aux personnes, de se dire genre créez-vous quelque chose, protégez-vous, et conscience aussi de ce qui est possible de faire pour pour s'ouvrir un peu plus de possibilités, quoi. Ouais, c'est clair, et je pense utiliser, parce qu'il y a plein de gens qui se sentent pas forcément encore capables ou légitimes de se lancer, mais utiliser, on a tous des compétences dans la vie qui nous permettent de nous lancer. Enfin, vous êtes bien plus fort que vous ne le pensez. On a réussi à lancer une boîte alors qu'on était en plein deuil et c'était clairement pas facile tous les jours. Parce que pour rappel, ça a été créé même pas 6 mois après. Ouais. Donc, mais je pense qu'il y a plein de gens, vous vous rendez pas compte, mais vous avez tous quelque chose en vous qui vous permet de vous lancer et essayer justement d'utiliser les aléas de la vie pour aller puiser une force et lancer des choses, parce que vous avez tous quelque chose à dire et un beau projet à créer. Donc n'attendez pas que la vie vous mette des claques pour vous réveiller. Réveillez-vous maintenant et essayez de vous lancer, parce que après c'est vous qui décidez de votre vie et de la façon dont vous voulez vivre grâce à votre boîte ou grâce à vos investissements. Donc j'encourage vivement les personnes à se lancer. Après, l'entrepreneuriat, c'est pas pour tout le monde, mais en tout cas l'investissement c'est pour tout le monde, que ce soit l'immobilier ou autre chose, mais c'est littéralement une nécessité, je pense, d'au moins faire quelque chose de son épargne. En tout cas, si vous avez des questions sur l'entrepreneuriat ou sur l'investissement immobilier, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message, à déjà mettre des commentaires et puis de venir nous parler sur Instagram, sur le compte Civing Sisters. On se fera un plaisir d'échanger avec vous. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode. Merci pour cette écoute. À bientôt. Merci d'avoir passé ce moment à nos côtés. On espère que vous avez trouvé l'échange du jour inspirant et qui vous a donné l'énergie nécessaire pour, à votre tour, passer à l'action dans vos projets. Si cet échange vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles et à vous abonner à ce podcast pour ne louper aucun épisode. Dites-nous en commentaire quel invité ou quel sujet vous aimeriez entendre une prochaine fois. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, vous pouvez retrouver nos tips IMO et Mindset au quotidien sur Instagram et sur YouTube en tapant Civing Sisters dans la barre de recherche. À la semaine prochaine!